Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires, les podcasts qui sortent le jeudi. On vous rappelle également que maintenant, tous nos épisodes, que ce soit les épisodes du lundi ou également les épisodes du jeudi, se retrouvent en format vidéo sur YouTube. On émet des petites améliorations chaque semaine sur le contenu vidéo. On essaye d'intégrer des supports visuels aux différents podcasts pour donner plus de contexte selon les nouvelles qu'on va discuter, selon des courbes statistiques peut-être des fois qu'on va également évoquer pendant le podcast. Donc, allez y jeter un petit coup d'œil si vous voulez avoir un petit peu plus de contexte sur les podcasts. Mais on retourne à notre discussion avec Jonathan Léveillé. Aujourd'hui, Jonathan, comment ça va? En pleine forme, Antoine, de retour de ce beau week-end de 3 jours ici au Québec, Canada. D'ailleurs, j'imagine que c'était pas férié pour toi hier en Europe, là. Non, c'était pas férié pour moi en Europe et c'est rarement férié pour moi au Canada aussi. J'aime bien utiliser ces journées-là pour prendre un peu d'avance. Mais effectivement, je pense que c'est le dernier congé un peu que souvent les gens ont avant, en tout cas, nous de notre côté, le dernier sprint vraiment de l'année. Q4 est une grosse période, pour beaucoup de gens d'ailleurs. Donc oui, ça peut être bon de se reposer un peu avant d'attaquer la dernière partie de l'année. Absolument. Et là, Antoine, tu as ouvert le podcast en parlant du podcast qui est maintenant disponible en format vidéo. Oui. Et là, moi, j'ai une question pour toi, Antoine, aujourd'hui, parce que tu as été un petit peu la personne qui m'a éduqué et amené au podcast, qui fait qu'on a lancé le podcast Pivot, le podcast Preventive IT. Et là, la règle numéro 1 que tu me dis, quand tu me dis, Jonathan, voici la recette pour être capable de partir ça, puis de scaler, c'est reste toujours en audio. Faut pas que le visuel suive. Et là, la raison que tu m'avais dit pourquoi fallait pas que le visuel suive, c'était pour enlever de la friction, pour être certain qu'on puisse en faire rapidement, efficacement, qu'il n'y ait pas d'excuse de dire mon décor est pas beau, j'ai pas le bon linge aujourd'hui, l'invité de l'autre côté veut pas être en format vidéo. Et là, ma grande surprise, Antoine, depuis quelques semaines, tu as changé ton fusil d'épaule et là, je suis avec des points d'interrogation dans mes yeux que je veux que tu m'éclaires, Antoine, parce que je sais qu'à chaque fois que tu fais un mouvement, c'est réfléchi. Bien sûr. Il y a quelque chose de grand derrière tout ça. Et là, je veux savoir, Antoine, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Éduque-moi un petit peu là-dessus, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Ben écoute, c'est vrai, avec un petit peu de recul que j'ai été la personne qui disait pense pas aux vidéos, c'est pas important, focus-toi sur l'audio. Bon, la prémisse ici, elle est vraie. La prémisse, elle est vraie parce que souvent, ce que j'ai vu en discutant avec beaucoup de gens qui voulaient lancer leur podcast, c'est qu'on romantisait un petit peu ce qu'on voyait des fois dans les différents podcasts, c'est-à-dire la salle de balado parfaite avec les 3 caméras, la petite bouteille de scotch. Bref, tout était incroyablement bien monté, structuré pour un rendu vidéo exceptionnel, un rendu audio également exceptionnel. Et là, on pensait que c'était ça un podcast. Et ça peut être ça un podcast pour les gens qui sont des podcasteurs à temps plein. Parce que si ultimement on veut sortir des épisodes de podcast à chaque semaine ou même 2 fois par semaine, ce qu'on fait avec Hypercroissance, c'est en avoir différents. Nous, on a Hypercroissance, on a le podcast No Pay No Play de Pub Facebook, Social Selling, Commerce Elite. J'ai même dit l'autre fois que je voulais en lancer un autre sur le foot. Et pendant ce temps-là, on a toutes nos entreprises également à gérer. Donc, moi, mon point était surtout de dire, si vous avez une entreprise à gérer ou un emploi et que vous voulez lancer des podcasts et le faire de manière régulière, arrêtez de penser que vous avez besoin de la salle parfaitement montées, les caméras parfaitement montées pour lancer votre balado. Donc ça, c'était la prémisse de base qui, à mon avis, est toujours vraie. On ne doit pas penser qu'on a besoin de ça pour faire le podcast. Maintenant, la prémisse était vraie, mais l'exécution est à revoir, clairement, et je pense que la réflexion a été peut-être incomplète ici, dans le sens que pendant très longtemps, je trouvais que si on repart un petit peu à l'idée de base, c'est de se dire, si tu veux faire du podcast, tu veux sortir beaucoup d'épisodes, oublie un petit peu l'aspect du format et la qualité de tout ça. Donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à se dire, est-ce qu'on doit absolument faire nos podcasts en face à face? Et là, on le voit ici, toi et moi aujourd'hui, tu es au Canada, je suis en Espagne, on est toujours à distance quand on fait les podcasts parce qu'on veut en faire beaucoup et on ne veut pas se limiter. Et là, moi, je me disais, en regardant un petit peu ce qui se faisait autour, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de rendu intéressant au niveau vidéo en faisant des podcasts à distance. Et je pense que c'est quand même toujours vrai qu'il y a une énorme différence au niveau de la qualité de consommation vidéo entre 2 interlocuteurs à distance et 2 interlocuteurs ensemble. Ça, c'est clair. Je veux dire, c'est quasiment irréfutable et
très difficile à débattre, là. Des gens dans une pièce avec des belles caméras, c'est plus intéressant à regarder que de personnes qui sont à distance. Maintenant, je me suis pris au jeu récemment. J'écoute beaucoup de podcasts et j'ai commencé à écouter des podcasts sur YouTube avec des gens qui sont à distance. Et là, je me suis regardé aller et maintenant, j'ai uniquement envie d'écouter ces podcasts-là en format vidéo. Et là, ça le fait une fois, ça le fait deux fois. Et là, je me suis dit, ah, j'avais mal compris. J'avais mal compris le tout parce que la vérité, c'est encore une fois, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de valeur à écouter un podcast vidéo quand tout est bien monté dans une belle salle, le bon format audio, etc. Mais il y a encore plus de valeur à écouter un podcast audio et vidéo, si c'est possible, qu'un podcast seulement audio, peu importe qu'il soit à distance ou qu'il soit en face à face. Donc, c'est ici que j'ai retravaillé un petit peu ma réflexion ici de me dire si moi, je me prends à écouter ces différents podcasts-là, d'autres personnes le font. Également, vous pourrez faire des recherches, vous allez voir que YouTube, c'est un des endroits numéro un que les gens écoutent leurs podcasts dans le monde. Donc, c'est là que j'ai fait évoluer un petit peu ma réflexion. Donc, ça a été le point 1. Le point 2, ça a été de me dire, ultimement, j'en ai déjà parlé sur le podcast, on en a parlé plusieurs fois, les assets marketing numérique, bâtir des actifs numériques plutôt si on utilise le bon terme en français. C'est une des manières qu'on utilise dans notre groupe pour faire de l'acquisition de clients, faire du recrutement de talents, bref, se faire connaître. On est bon en audio, je pense, mais on n'est pas bon en vidéo, ou du moins on ne s'est jamais prêté au jeu de le faire. Et là, ça a été là le changement, moi, de mon côté. Je me suis dit, parfait, si on veut vraiment faire découvrir ce qu'on fait au maximum de gens possible, il faut utiliser le maximum de plateformes possibles et ça passe par du vidéo. De la découvrabilité, très, très rarement, ça passe par l'audio. Ça peut arriver, mais habituellement, l'audio est davantage présent et s'intègre chez des personnes et c'est le contenu qu'on va utiliser, le contenu qu'on va consommer et on peut découvrir de l'audio par du bouche à oreille, mais de contrôler de la découvrabilité par l'audio, c'est complexe. Plus souvent qu'autrement, on va être capable de faire de la découvrabilité au niveau de l'audio par du vidéo. Et il a été là ma réflexion de me dire, ah, là, on doit changer un petit peu notre manière de penser. Donc là, en ce moment, on a pris le podcast Hypercroissance un peu en mode test. Tous les épisodes sont sur YouTube. Les premiers épisodes, on les sortait directement avec le contenu brut. Là, maintenant, on a engagé un vidéaste qui retravaille un petit peu le tout, comme j'ai dit en début de podcast, retravaille un petit peu les intégrations de visuels, retravaille le son. On va améliorer continuellement la qualité des épisodes vidéo pour ultimement faire un contenu que tu veux uniquement écouter sur YouTube. C'est ça l'objectif, parce que par la suite, ça risque d'avoir des effets, des conséquences excessivement intéressantes sur les écoutes au niveau de l'audio, point 1. Et par la suite, point 2, on va vouloir répliquer le même processus sur l'ensemble de nos 4 podcasts. Et la troisième étape derrière le plan, ça va être d'aller, et ça risque d'être fait simultanément, c'est d'y aller vraiment, pardonnez-moi l'anglicisme, all in dans le format vidéo. En faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et je pense que là tu arrives à un certain endroit, si tu es capable de mixer audio, mixer contenu que tu fais au niveau du emailing, de tes infolettres et contenu vidéo, il en manque plus beaucoup. Il en manque plus beaucoup pour s'assurer qu'il y ait le maximum de chances que les gens écoutent les épisodes. Donc oui, Jonathan, ma réflexion a changé et j'invite tout de même les gens à ne pas se mettre de limites. Si vous voulez lancer un podcast, je reste convaincu que c'est mieux de commencer avec le format audio pour commencer parce que habituellement, un podcast va uniquement fonctionner après le 50, le 60e, le 100e épisode. Et si pendant ce temps-là, vous êtes capable également d'intégrer le format vidéo, fantastique, mais ça ne doit pas être un bloquant au lancement. Ça serait ça peut-être ma recommandation ici, selon de l'expérience que j'ai eue. Et je trouve super intéressant le concept de découvrabilité que tu apportes. Je trouve que le terme est excellent, là. C'est difficile en audio de se faire découvrir. YouTube est quand même très bon et très bien indexé aussi sur Google. Mais on parle beaucoup des short vidéos, là. On parle beaucoup à ce moment-là, d'aller créer une portabilité, j'imagine, sur TikTok, en format Reels, en format YouTube Shorts, d'aller chercher des petites sections qui sont très punchées à ce moment-là du grand vidéo brut et de pousser ça un petit peu partout pour venir attirer les gens à ce moment-là vers le podcast, soit format audio YouTube,
format YouTube vidéo et audio ou juste audio dans le fond. Donc, les cours vidéo vont servir d'attraction et de découvrabilité aussi, j'imagine. Oui, puis c'est exactement l'avantage d'un contenu long. Et c'est ça, je pense que beaucoup de gens aussi, on peut analyser. Quand on fait du contenu long, ça nous donne par la suite la possibilité de faire du contenu court. Et l'inverse n'est pas vrai. Quand on fait du contenu court, on ne peut pas par la suite créer du contenu long. Hein? Donc, c'est l'avantage de faire des contenus longs, des podcasts, des épisodes YouTube de 15-20 minutes. Bref, ces contenus longs-là peuvent devenir par la suite, comme tu l'as dit, des petits contenus que tu peux sortir en shorts, que tu peux sortir en reel, que tu peux sortir sur TikTok. Également, l'offre et la demande au niveau de la distribution de ces contenus-là en ce moment, elle n'est pas égale. C'est-à-dire que comparativement à des endroits comme des fils d'actualité Facebook ou des fils d'actualité Instagram, où est-ce que l'offre de contenu est tellement élevée, mais il n'y a plus vraiment de place pour venir intégrer son visuel, intégrer son vidéo et aller chercher de la portée organique. D'un autre côté, en ce moment, les endroits comme les shorts sur YouTube et les reels sur Instagram et je sais même pas également le terme sur TikTok, j'imagine juste une vidéo TikTok. Il y a encore de la place en ce moment pour aller chercher une certaine portée organique. Donc, encore une fois, on vient ajouter un autre levier de découvrabilité ici qui s'installe. La vérité, c'est qu'en 2023, il y a des outils qui peuvent faire tout ça pour toi avec l'intelligence artificielle que tu n'as même pas besoin de le faire. Après, je vous invite quand même à bâtir tranquillement une équipe autour de ça à travers le temps, mais vous pouvez commencer simplement avec des outils qui vont faire ces contenus-là. Donc, on avait déjà le contenu vidéo. On a simplement décidé de le mettre en ligne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne crée pas tellement plus de travail pour nous de mettre ça en ligne. Simplement quelqu'un qui vient nous aider à ajuster un petit peu la qualité sonore, ajuster un petit peu la qualité visuelle en intégrant certains partages d'écran qui vont être liés aux différentes nouvelles qu'on va discuter. Et ça commence à créer un rendu qui devient intéressant. Ceci étant, les résultats ne sont pas incroyables au départ. Comme toute chose qu'on lance en termes de contenu, nous, on a une vision d'environ au moins 1 à 2 ans avant de vraiment regarder les résultats que ça va donner. Mais ça donne un petit peu plus de vie au podcast. Ça donne la possibilité aux gens de mettre des visages sur les gens qui font les entretiens. Donc oui, c'est pour ça qu'on le fait et je pense vraiment que d'ici 1 à 2 ans, si on fait bien le plan au niveau vidéo, là, ça va devenir des médias excessivement résilients sur diverses plateformes, consommés sur différents endroits. Et là, je pense que tu commences vraiment à maximiser les possibilités de te faire connaître. Là. Et je suis curieux, en termes d'exécution, ouais. Ça représente combien de pourcents de plus d'efforts pour réussir à porter tout ça au niveau du vidéo et de ces différentes plateformes-là? Est-ce qu'on parle du double d'effort versus l'audio? On parle du triple? 20% en plus? Je serais curieux de voir environ... Oui, ben écoute, ça me fait plaisir de le mentionner. Donc, disons, après le podcast aujourd'hui, exactement ce qui va se dérouler. Exactement ce qui va se dérouler. Je vais prendre le contenu vidéo. Je vais l'envoyer à une personne qu'on a mandatée. Et je vais également lui envoyer les liens des différentes nouvelles qu'on va discuter peut-être par la suite. Il va faire son travail selon une stratégie qu'on a discutée ensemble. Habituellement, cette personne-là va être capable de nous livrer le tout en 24-48 heures. Je reçois le contenu. Par la suite, on le met sur YouTube. On fait la même chose au niveau audio. On l'envoie à notre personne qui va faire l'audio. Elle nous renvoie l'audio par la suite. On a le format par la suite qu'on va lancer sur les différentes plateformes. Donc, moi, de mon côté, un 15-20 minutes de plus. Ou est-ce qu'il y a un petit peu plus de temps à nos équipes marketing? Ou est-ce que là, pour l'instant, on va prendre le podcast, on va l'intégrer dans un logiciel qu'on utilise qui va nous créer 5 à 10 shorts YouTube. Des shorts pas d'énorme qualité. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi on n'a pas des résultats formidables en ce moment là-dessus, mais au moins, ça nous met dans le bain, ça nous oblige à faire du contenu, ça nous fait créer du contenu. Donc, ici, tu vois, peut-être 1 heure de plus pour notre équipe de marketing pour créer ces contenus-là parce que la majorité est faite par l'intelligence artificielle. Et là, tranquillement, on est en train de regarder pour vraiment engager quelqu'un de stratégique au niveau de nos médias sociaux pour pousser la réflexion encore plus loin avec ces contenus-là. Mais tu vois, c'est vraiment lancé avec les moyens du bord, simplement avec une envie d'aller sur le format vidéo. On a quand même une vision long terme de ce qu'on veut atteindre, mais on ne veut pas attendre trop longtemps avant d'exécuter le plan. Et l'objectif, nous, vraiment, d'ici la fin
du troisième trimestre et je dirais peut-être même jusqu'à 50% du quatrième trimestre, c'est de bâtir ce fameux, encore une fois, pardonnez-moi, l'anglais que je vais utiliser ici, playbook, qui va nous permettre de répliquer la structure sur social selling, sur commerce élite et également sur no pay, no play. Et là, quand tu arrives et que tu crées en tout et partout, juste avec hypercroissance, tu vas peut-être créer à peu près 30 à 40 pièces de contenu par semaine. Fais ça fois 4. Là, tu arrives peut-être à 150, 200, 250 pièces de contenu par semaine que tu crées. Les gens ne passent pas à côté de toi. Là. À un certain point, un des contenus va tomber dans leur cours. Est-ce que ça va les impacter à vouloir faire affaire avec toi? Pas nécessairement, mais l'objectif, encore une fois, on revient à la base, c'est la découvrabilité. C'est des contenus qui sont faits vraiment au haut du tunnel de vente pour se faire connaître. Donc, c'est un processus qui est intense tout de même, mais quand tu as la bonne structure, tu peux faire tellement de pièces de contenu et plus de contenu égale toujours plus de visibilité à la fin de la journée. Je trouve ça super intéressant. J'avais dans mes priorités du prochain trimestre d'aller chercher justement des livres ou des formations sur cet aspect-là au niveau des short vidéos. Est-ce que tu as des recommandations pour ceux qui nous écoutent qui ont le même, Ouais. le même objectif que moi d'aller Oui, s'instruire un peu plus là-dessus? Je vais même vous donner l'outil qu'on utilise. Sérieusement, je pense que c'est un outil qui est fantastique pour au moins commencer à se mettre dans le jeu ici. Opus Clip ou Opus Pro. D'ailleurs, je te l'envoie directement dans le chat que uniquement toi, tu as accès et non nos auditeurs, mais tout de même, tu es chanceux ici. Allez voir, sérieusement, pour se lancer, c'est limité. C'est limité en termes de qualité que ça va donner, mais je trouve que c'est intéressant pour au moins se lancer. Au moins se lancer. Par la suite, vous allez avoir des contenus qui vont se créer. Donc ça, c'est un outil parfait pour créer des vidéos short, des reels, etc. Et pour se former, Gary Vaynerchuk avait fait un excessivement bon contenu, je pense que 2 ou 3 ans de ça, qui expliquait comment il était capable de faire 400-500 pièces de contenu par semaine. Je pense que je t'avais envoyé le tout par message texte, Jonathan. Peut-être qu'on pourrait mettre le tout dans les notes de l'épisode. Bref, un guide excessivement clair de Gary Vaynerchuk qui parle un petit peu de cette prémisse-là, qu'un contenu long peut devenir énormément de contenu court. Et il détaillait son plan. Je pense que ça, c'est la meilleure méthode pour bien comprendre comment décliner du contenu. Et par la suite, des outils d'intelligence artificielle, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'il faut les utiliser au départ, même si c'est pas parfait, ça va vous obliger à créer. Et tranquillement, vous allez être capable de voir des améliorations que vous allez être capable de faire. Et en toute honnêteté, les gens aiment voir des améliorations dans le contenu qu'une personne fait. Un créateur de contenu, c'est toujours intéressant de retourner puis de dire à quoi ressemblaient tes contenus, à quoi ressemblaient tes podcasts il y a 4 à 5 ans, à quoi ressemblaient tes vidéos il y a 4 à 5 ans. Je pense que un de ceux-là qui peut nous inspirer, c'est MrBeast, qu'on voit les contenus qu'il faisait quand il y avait 12, 13 ans sur YouTube, qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de traction. Et aujourd'hui, il lance une vidéo et le jour après, il y a 100, 150 millions de personnes qui ont écouté les vidéos. Tu vois le processus, l'évolution à travers les années. Les gens raffolent de ça. Donc, je pense qu'on ne doit pas avoir peur d'avoir des contenus imparfaits au départ. Parfait vaut mieux que, ou plutôt fait vaut mieux que parfait. Et ça, je pense que plus qu'on fait du contenu, plus qu'on le comprend. Donc, n'hésitez pas. Opus Pro, j'ai aucun lien d'affiliation, je tiens à le dire ici, mais c'est un bon outil à utiliser. Je suis curieux de savoir au niveau de la langue française, est-ce que ça fonctionne bien? Parce qu'il faut qu'il détecte quand même ce qui est dit pour être capable d'aller chercher des courtes séquences. Ça, c'était mon inquiétude parce que je pose la question parce que j'ai lancé à mon équipe ici de marketing interne justement une vidéo TikTok de quelqu'un que je te mettrai dans le chat qu'on pourra remettre dans les notes. Là, je te mets ça à l'instant. Dans les notes ou dans le contenu vidéo. Donc, la personne qui va s'occuper de nos vidéos, déjà là en tête aujourd'hui, les visuels que tu dois mettre à l'écran. Donc, tu le sais quel visuel mettre à l'écran. Faut travailler nos réflexes. J'adore ça. Et la personne, dans son petit vidéo TikTok, montrait 10 outils justement d'intelligence artificielle pour aider à créer du contenu, soit audio ou vidéo. Et là, mon premier réflexe, j'ai envoyé ça à l'équipe. J'ai écouté, tester ça pour voir si au niveau de la langue française, ça fonctionne bien parce qu'il y a quand même une question d'être capable de comprendre ce qui est dit pour aller extraire l'information puis faire les captions qu'on appelle les sous-titres. Ouais. Donc, est-ce que ça fonctionne bien jusqu'à date avec l'outil que toi, tu as testé?
Sérieusement, très, très bien. Donc, je vous inviterai même avec les jeux. J'allais sur notre canal YouTube Podcast Hypercroissance. Ne nous jugez pas trop. On n'a pas beaucoup d'abonnés. Peut-être que vous pouvez aller vous abonner et nous dire un peu ce que vous pensez des contenus. Mais les shorts, les reels qu'on fait, je pense même qu'il y en a de toi qu'on a sorti, Jonathan. Des fois, les captions ne sont pas fait, mais le fait que ça soit fait automatiquement, ça passe très, très bien. La qualité du français est bonne. Des fois, il y a simplement peut-être un petit peu de danger au niveau du mot qui va être utilisé, mais c'est très, très efficace. Et la même chose avec Opus, très efficace pour le français. Pour commencer, je dirais, ce sont des outils que vous devez utiliser. Et ultimement, quand vous allez vouloir augmenter en qualité, peut-être que ces outils-là ne seront plus assez. Mais pour commencer, je pense que c'est une excellente approche. Bien intéressant. Je vais aller m'instruire un petit peu plus et on va pousser ça un peu plus en mode rapide parce que si Antoine le fait, c'est qu'il y a quelque chose à explorer là. Et là, c'est le fun de te voir partir à partir de zéro là, sur une plateforme, pratiquement de zéro sur YouTube. Ça va être vraiment intéressant de suivre ça dans les prochains mois, prochains trimestres. Et je trouve ça intéressant que tu apportes cet aspect-là au podcast parce que je suis un grand fan du podcast, justement, Marketing School, qui est des petites capsules journalières. Et il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, ils disaient clairement qu'ils avaient manqué le bateau, là, qu'ils auraient dû investir plus de temps sur le côté vidéo, sur le côté YouTube, sur les shorts. Donc, ça vient directement corrélé avec ce que toi t'apportes, entre autres, aujourd'hui. Donc, 2 grandes sommités qui apportent la même information en même temps. Fort à parier qu'il y a quelque chose à regarder là. Ouais, puis encore une fois, c'est ça. Il y en a plein qui ont joué le jeu et qui ont vraiment eu beaucoup, beaucoup de succès. Et je pense que c'est ça, ça met également un petit peu plus le côté humain derrière le podcast. On a toujours, quand on écoute des émissions à la radio, on a toujours en tête à quoi ressemble l'animateur qui est en train de parler, mais des fois qu'on est vraiment capable de voir cette personne-là, je pense que les gens peuvent créer une affection encore plus profonde avec la personne qui crée le contenu. Donc, bref, le temps va nous dire si c'est quelque chose qui va fonctionner, mais tellement de gens l'ont fait, je pense que on serait stupide de se limiter à simplement le format audio, surtout quand les logiciels qu'on utilise nous offrent le format vidéo. C'est ça la beauté ici, là. Donc, ça va être à suivre dans les prochains trimestres, assurément. Un succès pratiquement assuré. Et là, au-delà des contenus vidéo sur YouTube, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des affaires, Jonathan? Plusieurs petites nouvelles. Tu m'as introduit un livre en janvier passé quand on a eu la chance d'aller aux États-Unis ensemble, qui est le livre Life Force, qui fait le tour de beaucoup d'avancées au niveau médical. Et il y avait un endroit où ça parlait d'un médicament qui était sur le point d'être lancé à grande échelle mondiale pour aider les gens à perdre du poids. Bon, cette problématique-là existe depuis longtemps, de vouloir perdre du poids, ou plutôt ce but-là. Et ça semblait être très prometteur et c'est un médicament qui était déjà existant dans le marché pour traiter d'autres conditions qui, miraculeusement, répondait extrêmement bien pour perdre du poids. Donc, cette fameuse compagnie-là dernière, moi j'ai connu cette compagnie-là et ces produits-là de nom dans ce fameux livre-là qui est les médicaments Ozempic et Wegovy de la compagnie Novo Nordisk. Et là, moi ça reste dans ma tête, j'ai hâte de voir ce qui va arriver en avant. Et ce matin même, je suis tombé sur une nouvelle que la compagnie Novo Nordisk, derrière ces 2 médicaments-là, est rendue la compagnie la plus valorisée dans toute l'Europe au complet. Oh, wow. Qui passe devant LVMH, qui est un conglomérat incroyable au niveau de la vente d'articles de luxe et d'items de luxe. Donc, LVMH vient de se faire damer le pion par la compagnie Novo Nordisk. Et la compagnie, si on recule il y a quelques années, ça valait vraiment pas grand-chose. On parle d'en bas, je dis vraiment pas grand-chose, en bas d'1 milliard, on s'entend. Et aujourd'hui même, à l'heure qu'on se parle, ça vaut 428 milliards sur le marché boursier. Wow. Contre 419 pour LVMH. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Une compagnie qui vient du Danemark et c'est tellement gros en termes de vente et de volume d'affaires et de croissance que les autorités du Danemark ont dû revoir à la hausse leurs prévisions de leur croissance financière du pays et de l'économie parce que ça drive tout l'ensemble de la nation vers le haut. Et c'est fort à parier que c'est pas prêt d'arrêter parce que ils sont en rupture de stock pratiquement semaine après semaine. Tout le monde s'arrache leurs produits. Et là, ils commencent à ouvrir d'autres pays. Donc, moi, je suis d'après moi, on va voir probablement un Novo Nordisk de ce monde qui va peut-être venir frôler les Microsoft, les Apple de ce monde et
peut-être potentiellement même les dépasser. Parce qu'on s'entend, c'est quand même un produit récurrent qu'ils vendent. Donc, c'est pas parce qu'ils vendent aujourd'hui qu'ils recommencent à zéro demain. Et fort à parier qu'une grande partie de la population mondiale aimerait acheter ce genre de médicaments-là, qui, jusqu'à date, de ce qu'on a vu, a pratiquement peu ou pas d'effets secondaires. Donc, ça sera à suivre. Et là, je suis pas un spécialiste de la médecine, donc je ne recommande pas ce produit-là. On analyse simplement le côté financier qui est extrêmement impressionnant de cette entreprise-là, qui vient de débarrer, je pense, une clé de voûte qui va les amener à un sommet qui est vraiment impressionnant devant nous, là. Et d'ailleurs, on en avait parlé un peu sur le podcast, mais le livre Life Force qui a été coécrit par Tony Robbins, Peter Diamandis et je pense que 2 ou 3 autres personnes également, des docteurs qui sont derrière ce livre-là. Un excellent livre qui explique un petit peu la médecine moderne, les avantages que certaines initiatives peuvent avoir sur votre corps, cette fameuse idée que finalement, peut-être peut-on inverser la vieillesse, c'est-à-dire que plus qu'on vieillit, peut-être qu'on est capable de rajeunir. Il y a certaines études qui sortent en ce moment et c'est de plus en plus démocratisé, chose qui était totalement impensable il y a quelques années. De plus en plus de gens dans la communauté scientifique commencent à être d'accord sur le fait que l'âge pourrait être inversé, ou du moins la vieillesse. Excellent livre, Life Force, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Tony Robbins, Peter Diamandis, Jonathan et moi l'avons lu. Et ça nous a quand même ouvert les yeux sur certains trucs qu'on pourrait faire avec notre santé. Absolument. Et là, j'ai moi-même commencé il y a une semaine et demie le protocole de David Sinclair qui est justement dans Life Force. Okay. Donc, je ne suis pas là pour faire la promotion là, du tout de ce qu'il propose, mais je teste présentement de mon côté. Donc, ça sera à suivre dans les prochaines semaines de l'impact au niveau énergie, santé, tout le reste qui vient avec, là. Ça pourrait être un podcast fantastique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont marqué ton attention? Absolument. Au niveau technologie, tous ceux qui sont sous le côté Google de la force dans leur entreprise, eh bien, Google vient de rendre disponible pour 30 $ par mois le système Google Duet, qui est l'équivalent de Copilot chez Microsoft. Pour ceux qui veulent connaître un peu plus, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle intégrée dans les différents outils de la suite Google Workplace. Donc, vous pouvez penser, par exemple, à vouloir créer l'équivalent d'un PowerPoint dans l'environnement de Google. Eh bien, il pourrait créer une grande partie là, de la tâche. Il pourrait faire une grande partie de la tâche pour vous. Même chose, vous pourriez lui demander de résumer certains documents ou d'aller chercher de l'information dans les documents, de répondre en partie à vos courriels. Donc, c'est vraiment l'intégration de l'intelligence artificielle dans la suite concurrentielle là, de Microsoft Office, qui est la suite de Google Workplace. Je pense, Antoine, vous êtes sur le côté Google de la force de votre côté, donc ça serait intéressant peut-être à voir si vous le testez. On parle d'un 30 $ par mois à l'heure actuelle, ce qui s'apparente, là, je pense, au prix de Copilot. Je connais pas les prix exacts de Copilot, mais ils sont pas mal tous autour d'un 20 à 30 $ par mois, je pense, dans les différents stacks, excusez-moi l'expression anglaise, là, de technologie. Et parlant d'intelligence artificielle, je pense qu'il y en a une autre qui arrive à bien se monétiser en ce moment. C'est notre ami ChatGPT, une organisation qui, si je ne me trompe pas, Jonathan, va dépasser ou a peut-être déjà dépassé le milliard de dollars en revenus, là. Absolument. OpenAI, qui est derrière ChatGPT, en 2022, avait réussi à boucler l'année avec 28 millions de revenus, qui est quand même une belle petite entreprise. Maintenant, aujourd'hui, on parle de 1 milliard en revenus récurrents annuels. Donc, ils vont sûrement sortir l'année avec beaucoup plus qu'1 milliard. Donc, ils vont probablement passer de 28 millions à... Moi, je lance un chiffre de 1,3, 1,5 milliard probablement à la fin de l'année. Donc, c'est une croissance absolument fulgurante. Et où ce que c'est intéressant, c'est de voir d'où viennent ces revenus-là. Sur le 1 milliard récurrent, on a 480 millions de revenus récurrents qui viennent de personnes comme, exemple, toi et moi, qui peuvent s'abonner au forfait de 20 $ par mois à ChatGPT, la version professionnelle. Donc, on a 2 millions de personnes qui ont souscrit aux 20 $ par mois, qui fait à peu près un demi-milliard. Et ce qui est intéressant, c'est tout le reste. Le demi-milliard restant, c'est les Zoom, Stripe, Duolingo, Volvo, Coca-Cola et compagnie, Ikea même, qui est dans les top consommateurs là, de la technologie d'OpenAI. Donc, moitié des revenus qui vient d'usagers à 20 $ par mois et l'autre moitié, c'est la consommation de grandes entreprises. Et c'est fort à parier également que ce n'est que le début, donc ça va être intéressant de suivre les chiffres d'OpenAI devant nous, là. Non, et je pense que c'est ça, c'est qu'ils ont la possibilité, et je pense que c'est toi qui m'avais dit ça à un certain point, c'était fait poser la question, Sam Altman,
vous allez monétiser ça comment, vous, ultimement, votre intelligence artificielle? Il dit, on ne le sait pas nécessairement, mais je pense qu'on va demander à l'intelligence artificielle comment crois-tu qu'on devrait monétiser ChatGPT et sa réponse risque d'être meilleure que la nôtre. Ben, finalement, c'est peut-être ce qu'ils ont fait, 1 milliard de dollars de revenus, mais plus sérieusement, je pense que ce qui est très intéressant ici, et bien entendu, ça s'est fait à une échelle que peu d'entreprises vont être capables d'atteindre dans le monde, mais c'est le pouvoir d'offrir son produit d'une certaine manière gratuitement, donc ce qu'on appelle en anglais le volet freemium, donner la possibilité aux gens de le tester et ultimement, par la suite, être capable de bâtir de la monétisation derrière. Les gens de chez GSoft étaient venus sur notre podcast et peut-être qu'ils en avaient également parlé sur le tien. D'ailleurs, Jonathan, GSoft qui est maintenant d'ailleurs WorkLeap, le product-led growth, donc c'est-à-dire quand on met le produit entre les mains de certains consommateurs qui sont capables de le tester, eh bien par la suite, si le produit est bon, que les gens en parlent bien, ils vont vouloir en avoir un petit peu plus. Et si les gens en ont un petit peu plus, c'est peut-être là ici qu'on va intégrer un volet payant et tranquillement, c'est comme ça que l'entreprise va être capable de grandir. Donc, une ligne d'affaires qui a été fonctionnelle pour ChatGPT. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, ce n'est que la pointe de l'iceberg. La possibilité de ligne d'affaires qu'il y a pour une technologie de la sorte est immense, spécifiquement dans les grosses entreprises technologiques. Ce qu'on entend beaucoup en ce moment, on dirait, c'est que les organisations veulent bâtir leur propre chat GPT. Les grandes organisations veulent bâtir leur propre chat GPT en interne. Si les employés ont des questions, ils sont capables de poser une question en intelligence artificielle et avoir une réponse selon le data et les données de l'organisation. Fort à parier que ces technologies-là vont être bâties d'une quelconque manière, peut-être via une technologie qui provient encore une fois de OpenAI. Bref, à suivre, mais ça démontre à quel point qu'ils ont une autoroute devant eux pour aller chercher des parts de marché. C'est hallucinant et on commence à se faire demander de plus en plus chez OpenMind comment qu'on pourrait intégrer l'intelligence artificielle dans les développements logiciels qu'on fait. On est en train de travailler une série d'épisodes pour démystifier l'intégration de l'intelligence artificielle dans vos logiciels qui devrait être disponible vers la mi-octobre. Donc, on y va vraiment en toute humilité d'expliquer ça le plus simplement possible avec les possibilités qui s'en viennent, mais on est vraiment sur un point de rupture où ce qu'on va être capable d'intégrer beaucoup de choses dans les logiciels. Et ça m'amène à une logique que j'avais lu un livre d'économie il y a quelques années et ce genre de méga technologie-là a quand même un impact qui peut être un revers de la médaille sur le produit intérieur brut. Parce que quand un Google de ce monde est arrivé dans le fin des années 90, début des années 2000, ça l'a donné une accessibilité gratuite à beaucoup de choses qui avant étaient des choses qui étaient facturées par des entreprises qui comptaient dans le produit intérieur brut. Et là, on parle d'1 milliard de revenus récurrents annuels pour ChatGPT, mais combien de revenus que ça coupe ailleurs en termes de produit intérieur brut à l'échelle mondiale? Moi, je pense qu'il y a probablement une relation de 1% environ, 1%, mettons 1 milliard pour 100 milliards à ce moment-là au bout de la ligne. Donc, il y a quand même un enjeu économique qui est positif, mais qui va peut-être sortir négatif dans les chiffres de certaines nations. À court terme. À court terme. Je pense que ultimement, je veux dire, l'histoire nous a démontré, et je pense que ça devient de plus en plus clair que chaque nouvelle avancée technologique a été capable d'ouvrir des nouvelles économies qu'on ne croyait pas possibles dans le passé. Je pense que peut-être le temps qu'on voit la lumière autour de ces nouvelles économies-là, ça peut prendre un certain temps. Et c'est cette période transitoire-là qui pourrait peut-être impacter l'économie et la perte d'emploi dans certains pays. Mais sur un horizon, j'imagine, de 5 à 7 ans, il va y avoir beaucoup plus d'abondance et de richesses et d'économies qui va être créées, selon moi, avec l'intelligence artificielle que l'inverse. Bref, encore une fois, on va voir comment tout ça évolue, mais... Je suis 100% d'accord avec toi. Là où l'élément que je vais apporter, c'est que notre mesure de croissance de l'économie est peut-être, j'ai le mot en anglais, outdated, elle n'est peut-être plus à jour. Et c'est une mesure qui est extrêmement importante, le PIB, sur plein de statistiques qui est sorti, puis plein c'est un peu notre indicateur de croissance de comment l'économie va, mais il va y avoir des soubresauts par ces méga technologies-là qui va donner l'impression que l'économie va pas bien ou qu'on régresse, alors que on apporte plus de valeur, qu'on apporte plus d'abondance en réalité au net, au consommateur final et aux entreprises. Là. Donc, ça sera surveillé devant nous s'il n'y a pas un pivot ou une modification du système de calcul devant nous à cause de ce genre de grande technologie-là qui arrive dans le marché. Là.
Intéressant. Donc, bref, à suivre, mais c'est intéressant de voir l'évolution de cette fameuse intelligence artificielle. Autre chose où ça fait le tour de ton côté, Jonathan? Dernière petite nouvelle rapide. Je me battais avec ma conjointe ce week-end à trouver le bon fil pour charger mon téléphone. Je suis de la force Android, elle, de la force Apple. Eh bien, tous nos soucis seront fort probablement réglés dans quelques jours à partir du 15 septembre qui s'en vient devant nous. Apple devrait finalement sortir ses nouveaux téléphones avec une prise USB-C. Oh, wow. Donc, standard mondial, terminer le problème de fil qu'on vit au quotidien. Donc, très bonne nouvelle pour l'environnement également aussi, parce que ça va enlever beaucoup de problèmes de résidus qui est jeté au final. Donc, Apple s'est fait forcer la main un petit peu par, je pense, les conglomérats européens puis les organisations gouvernementales européennes. Donc, ça va sortir dans les prochaines journées, selon toutes les rumeurs. Donc, à suivre. Fantastique. Ben, encore une fois, on mettra des liens de tout ça dans les notes de l'épisode et également des visuels représentant ces différents articles dans le format vidéo du podcast. Et on vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube du podcast Hypercroissance et d'écouter également les épisodes autant en format audio qu'en format vidéo. Jonathan Léveillé, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.